merci d'être si nombreux ce soir. Alors, ils sont nos yeux et nos oreilles, nous rapportent des bribes des champs de bataille et nous offrent des clés de compréhension des bouleversements du monde. Trois porteurs de guerre se passeront le micro ce soir pour nous raconter les dessous d'un métier aussi attirant qui est dangereux. Un métier qui n'a jamais été aussi indispensable, l'information étant elle aussi devenue composante de la guerre, alors qu'ils sont devenus des témoins gênants et des cibles de choix. Comment évolue le quotidien des journalistes en zone de conflit? Déjà, ce soir, pour en parler avec nous, Stéphane Keinec, vous êtes journaliste indépendant, basé au Maroc, et vous avez couvert l'Irak, la Syrie, mais aussi l'Iran et la Mauritanie. Pour en revenir à vos débuts, vous êtes passé par l'Université catholique de Lille et l'ESSEC, École supérieure d'études cinématographiques. Vous avez par la suite réalisé plusieurs types de formats, allant du JT au long reportage, et vous avez produit des sujets pour Arte, Complément d'enquête et France 24. En 2015 notamment, votre documentaire Rêve Parti sur la jeunesse iranienne est primé au reconnu Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, le FIGRA. Nous recevons également ce soir Céline Martelet, qui, au sortir de l'école de journalisme de Nice, a passé 19 ans à RMC, où elle a fait de nombreux reportages. Il y a un an, elle a décidé de quitter la rédaction d'RMC, vous pouvez potentiellement lui poser des questions dessus si ça vous intéresse, pour se lancer en tant que freelance. Elle a fait de nombreux portraits, notamment de femmes djihadistes, notamment pour France Culture, avec Edith Bouvier, et également un livre qui s'intitule Un parfum de djihadisme avec Edith Bouvier, donc de nouveau au sujet de ces femmes qui sont parties en Syrie et en Irak pour combattre aux côtés de l'État islamique, ou en tout cas en faire partie. Elle a connu ses premiers terrains de guerre en 2011 au moment des printemps arabes. Elle est notamment partie en Tunisie, en Libye, en Égypte ou encore en Syrie. Et elle a également couvert des terrains comme Gaza, l'Ukraine ou encore le Centrafrique. Et enfin, nous recevons Sophie Malibo, qui est chef adjointe du service international de RFI depuis 2012, il me semble. Elle connaît bien le fonctionnement de ce réseau unique parce qu'il y a près de 400 correspondants dans le monde entier. Et elle pourra vous expliquer comment ça se passe exactement dans RFI. Son début de carrière s'est fait à l'étranger en tant que pigiste au Japon pour de multiples médias. RFI bien sûr, mais aussi France Info ou France Culture. Et ensuite, elle s'est lancée à la rédaction de RFI pour notamment davantage de stabilité financière. Et elle est devenue envoyée spéciale permanente au Dakar en 2003. Et aujourd'hui, elle travaille notamment sur des fact-checking pour déminer un peu les stratégies de désinformation qui ont lieu sur les réseaux sociaux et qui détruisent le travail de terrain. Voilà. Donc, on va ensuite poser quelques questions à nos intervenants et ce sera ensuite à vous de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors déjà, une question ouverte, commençons par le début de l'histoire. Comment êtes-vous arrivé à être journaliste sur un terrain en guerre et pourquoi ce choix finalement? Je suis certainement la dernière à devoir en parler, mais c'est pas grave, je vais quand même commencer parce que moi, vraiment, je me définis pas du tout comme reporter de guerre. Mais il m'est arrivé juste d'être sur des terrains qui devenaient des terrains en guerre, à savoir l'Afghanistan, ou des terrains qui ne sont pas des terrains comme le Pakistan par exemple, qui sont des terrains dangereux, des terrains où il faut prendre beaucoup de précautions, mais qui sont... Voilà, donc moi je peux pas... J'étais aussi en Afrique dans des endroits aussi assez critiques. Voilà, cette définition du reporter de guerre ne me correspond pas, mais par contre, effectivement, dans le cadre de mon travail, j'ai sans arrêt affaire à des gens qu'on envoie prendre des risques sur ces terrains-là, avec toutes les précautions que cela comporte. Et je peux vous dire, juste pour faire très bref, que entre le moment où moi je partais couvrir l'Afghanistan dans les années 2000, etc., et aujourd'hui, la façon dont on procède avec les gens qui couvrent l'actualité dans ces zones-là, qu'ils soient staff de RFI ou correspondants pigistes, ça a radicalement changé. On a mis en place des procédures absolument incroyables, très très verrouillées, de précautions, pour pouvoir tirer d'affaire les gens qui peuvent être éventuellement en prise d'otage ou ce genre de problème.
On a des procédures très strictes mises en place, parce que dans ma radio, il y a eu un tournant, ça a été l'année 2013, où nos confrères et consoeurs, donc Claude Verlon et Ghislaine Dupont, se sont fait enlever et assassiner au Mali, à Kidal. Et donc depuis cette époque-là, on a mis en place vraiment un système avec un conseil responsable de la sécurité et des mécanismes dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais je passe quand même la parole aux gens de terrain. En fait, moi, j'ai jamais vraiment... Alors d'abord, je suis plutôt d'accord avec toi, je ne me définis pas comme reporter de guerre, en fait. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. On est juste journaliste, voilà. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est pas une étiquette qu'on se colle. Du coup, journaliste en zone de conflit, ça colle plus, mais finalement, on peut se retrouver face aux mêmes difficultés. Moi, j'ai fait beaucoup de catastrophes naturelles, Haïti notamment, qui a été un cataclysme pour de nombreuses équipes de journalistes, parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça. En tout cas, nous, de notre rédaction, on n'a pas su gérer clairement. Et donc, en fait, j'ai retrouvé à ce moment-là, à Haïti, les mêmes problématiques que j'ai retrouvées ensuite en Syrie, en Libye, etc., quand il y a une zone de danger. Donc, je dirais plutôt reporter en journaliste en zone de danger. Moi, j'y suis venue, en fait, quand je suis rentrée à RMC, j'étais toute jeune, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai commencé à 19 ans. J'ai commencé par faire de la présentation, puis j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas, j'avais besoin de bouger. Et quand je suis arrivée quand RMC a été racheté et ramené à Paris, donc ça c'est l'ancien siècle, en fait on m'a proposé de faire du reportage et moi je me suis mis tout de suite sur ce qu'on appelle les quartiers difficiles, et donc j'ai fait aussi les émeutes de 2005 qui ont été aussi un tournant pour la façon dont on travaillait sur le terrain. Et donc petit à petit finalement j'ai acquis des compétences comme ça. Je n'ai jamais reçu aucune formation particulière. Je sais qu'aujourd'hui dans les écoles c'est plus fait. Mais quand je pars en 2011 en Tunisie, vraiment on est parti nous en mode touriste avec une consoeur avant la chute de Ben Ali. On n'était pas repérés par les autorités tunisiennes et on n'avait mais vraiment aucune consigne de sécurité, c'est-à-dire qu'on avait été briefé sur absolument rien. Donc on a appris sur le terrain ce qui était une erreur et ce qui je pense aujourd'hui, je pense que les rédactions ne le font plus, et heureusement. Mais voilà, on en reparlera, mais il y a une grosse évolution justement dans la prise en charge de cette notion de sécurité, parce que aussi sur le terrain, notamment pour moi le basculement il est en Tunisie, où en Tunisie pour la première fois, moi j'étais persuadée que le pouvoir, les autorités en place ne tiraient pas sur les journalistes. Sauf qu'en fait un jour on l'a vu devant nous, un journaliste américain qui a été visé par un sniper, et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait quelque chose était en train de changer, et ce qui s'est passé après l'a prouvé. Alors, devenir reporter de guerre, je pense que d'abord on est journaliste avant tout. L'appellation reporter de guerre me dérange aussi parce qu'en fait on est avant tout journaliste. C'est assez clivant, je trouve. Mais comment je suis arrivé sur des terrains de guerre, c'est une succession de reportages, de contacts, d'opportunités qui ont fait que je suis arrivé un jour à Erbil, au Kurdistan irakien. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler sur les conséquences de cette guerre, donc très loin de la ligne de front. Et donc forcément, j'étais au contact de gens qui avaient tout perdu, je faisais des sujets justement autour de ça. Et c'est au fur et à mesure c'est une sorte d'engrenage qui s'est passé. Et au bout d'un moment, j'ai voulu aussi, moi personnellement, en tant que personne, essayer de comprendre ce que c'était. Et c'est au fur et à mesure des rencontres, des gens que j'ai pu rencontrer sur ce terrain qui m'ont amené au fur et à mesure sur la ligne de front. Et après, c'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps là-bas, aux côtés de la ligne de front. Mais voilà, l'appellation reporter de guerre est un peu dérangeante. C'est surtout être journaliste et en même temps on fait le même boulot, que ce soit en France, en Afrique, sur des zones de guerre, mais il y a aussi toutes les problématiques, les difficultés à prendre en compte. Donc on va dire journaliste en zone compliquée, si on peut dire ça comme ça. Voilà. D'accord, et justement, être journaliste en zone compliquée, est-ce qu'il existe un profil type, un type de personne que vous repérez, vous dites ça y est, lui il va être un bon journaliste dans ces zones-là, ou pas du tout? Bah, les filles, bien sûr, ça semble évident. Non, je crois qu'il n'y a pas de... Moi, franchement, j'ai toujours voulu faire du terrain, donc
Voilà, après, vous dire est-ce qu'on se ressemble avec Stéphane, je sais pas. En tout cas, on a tous la même passion du métier, ça c'est évident. On a tous l'envie de comprendre et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour les gens qui sont face à nous. Pour moi, ça me gêne aussi quand j'entends qu'on est extrêmement courageux, blablabla. Parce que pour moi, on n'est pas plus que des médecins qui sont tous les jours aux urgences et qui voient bien pire que nous. Et comme je dis souvent, et c'est pas pour dénigrer mon travail, qui je sais que j'en suis convaincue est utile, mais on sauve pas des vies en fait. Voilà. Et donc en fait, tant que les personnes qui sont en face de vous, ou qui vont sur ces zones, ont compris qu'il fallait avoir de l'empathie et que voilà, et qu'il fallait rester dans son rôle, finalement c'est ça qui fonctionne en fait. Mais je pense que l'empathie et l'envie de comprendre sont les deux notions les plus importantes. Ouais, moi je dirais qu'en tout cas, quand on est un peu en responsabilité et qu'on est ceux qui envoient les gens sur le terrain, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout à la recherche des têtes brûlées. C'est vraiment pas le profil. On est vraiment à la recherche des gens qui ont une grande lucidité, une énorme connaissance du terrain sur lequel ils vont là où ils vont mettre les pieds, parce que c'est la première sécurité, c'est de savoir, de comprendre où on va. Et moi, ce que je regarde, c'est déjà le degré de préparation de la personne, son type de questionnement, à quoi ils pensent en allant là-bas. Si ce sont des gens qui idéalisent un peu la situation, nous, ça nous fait plutôt peur. Non, on a vraiment envie d'avoir des gens qui ont la tête sur les épaules, qui ont des antennes partout pour voir où est le danger. C'est pas... Effectivement, moi j'ai plus confiance dans des gens qui ont une posture un peu humble et laborieuse que des gens qui auraient l'air de se la ramener un peu et de dire oui, moi ça me fait pas peur, enfin c'est pas ça quoi. Donc je pense qu'au niveau où vous êtes là, vous avez peut-être déjà tous un peu compris ça. Et c'est marrant que tous on ait ce petit regard un peu sceptique parce qu'il y a toute ce romantisme du reporter de guerre, etc. Et en fait, on sait très bien, pour avoir vu ce qui se passait à notre porte aussi, que dans des manifs en France, moi je me rappelle avoir vécu Gênes, qui est tout d'un coup devenu territoire de guerre sous nos yeux, le temps d'un G8 à l'époque. C'était d'ailleurs, il y a eu un mort, c'était totalement délirant. J'étais très très préparée, j'avais même fait l'entraînement avec les... J'étais pas infiltrée, mais j'avais été en amont, un mois avant, avec les gens qui se préparaient à manifester. Alors moi, j'étais pas avec les Black Blocs, mais j'étais avec les gens qui craignaient les Black Blocs, parce qu'ils pouvaient, c'était les tutti bianchi en Italie, on les appelait, parce qu'eux, ils étaient en blanc, mais ils voulaient manifester, c'était de la manifestation pacifique, et ils craignaient les Black Blocs, et on s'est tous trouvés confrontés à une violence inouïe, aussi bien de la part des forces de l'ordre que des manifestants. Et j'avoue, et d'ailleurs à la fin de la journée, il y avait les tanks dans la rue, quoi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des reporters qui soient capables de s'adapter aux situations, parce que voilà, le danger il surgit quelquefois sous des formes absolument étonnantes, là où on ne s'y attend pas. Et le pire du pire, c'est quand on est en confiance dans un terrain qu'on aime et qu'on connaît, alors que en fait, ce terrain, il reste dangereux. Mais on y a des amis. Je sais que l'Afghanistan, c'est un pays que... Je verrai tous les reporters qui ont mis les pieds en Afghanistan, ils sont marqués par ce pays et ils aiment ce pays, et il est beau et les gens sont incroyables, etc. Et il faut rester sur ses gardes. Et il y a des moments où on a tendance à oublier. Et nous, on a des trucs pour ça. On a des exigences dans nos... On n'envoie pas les gens tout seuls dans ces terrains-là. Et même ce qui est bien dans ces terrains-là aussi, et ce que j'aime bien dans cet esprit-là, c'est quand les journalistes de médias différents, qui pourraient être concurrents, entre guillemets, sont capables de s'entraider. On n'est surtout pas en train de pouvoir se mettre des bâtons, enfin théoriquement, se mettre des bâtons dans les roues sur ce type de terrain. Et si moi je perçois que quelqu'un a fait des coups vaches sur des terrains comme ça, à d'autres confrères ou consoeurs pour aller plus vite, pour griller ceci, griller cela, franchement, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est quelqu'un de dangereux. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une attitude à adopter de sang-froid et en même temps de solidarité avec les journalistes locaux
parce que c'est super important pour nous sur le terrain, les fixeurs, les journalistes locaux, parler à ces gens-là, faire attention de toute façon aussi à qui on parle, parce que la discrétion, quelquefois, c'est aussi important. Enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Je suis assez... le profil, je pense, il n'y a pas forcément de profil. Clairement, je suis assez d'accord. C'est les personnes qui viennent... pour la petite histoire, quand j'étais en Irak, on vivait en colocation avec d'autres freelances et d'autres staffés. Et souvent, tout le monde se passait le mot qu'il fallait venir à la French House pour avoir les bons plans, pour aller à Mossoul et tout ça, pour les accès, pour les fixeurs, pour le checkpoint, tous ces trucs-là. Et on a vu débarquer à peu près plusieurs dizaines de personnes et qui, la plupart, ont bien travaillé, ont fait ce qu'il fallait faire, mais certains en fait arrivaient mais totalement tête brûlée, qui en fait ne voulaient absolument pas faire du journalisme, ils voulaient prendre leur dose d'adrénaline, qui voulaient faire du contact, qui voulaient que ça soit, avoir un peu peur, faire du buzz, tous ces trucs-là. Alors généralement on était un peu sévère avec eux, sans forcément, on ne peut pas prendre parti pris, de dire ouais, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas des enfants. Mais voilà, le côté tête brûlée ça sert à rien, et puis même quand on l'est pas, malheureusement il arrive des incidents, il y a des confrères qui sont morts en Irak, le danger est là. Clairement je pense que quand on part sur un terrain, donc le thème de la table ronde c'est en zone compliquée, en zone de guerre, il faut vraiment avoir conscience de ça. Si on est tête brûlée, autant, je sais pas, faire l'armée ou je sais pas quoi, mais c'est pas du journalisme, parce que sinon on passe à côté de l'information, on est obnubilé par quelque chose, et puis en même temps on met en danger sa propre personne, on met en danger la personne qui est avec nous, que ce soit un local, un chauffeur de taxi, un traducteur, et après on met en place, s'il se passe quelque chose de dramatique, toute une cellule consulaire qui doit nous extirper de là, donc c'est pas un jeu quoi, c'est la réalité, et la réalité elle peut être dure, et voilà, faut être brûlé. Je pense que le profil, c'est ça quoi. Et par rapport à ça, comment est-ce que vous composez avec votre peur? Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment de vous dire non là je peux pas y aller, mon documentaire, mon papier vaut pas le coup? C'est très souvent. Alors, comment dire, malheureusement, non, pour moi. Et je pense que ça aurait dû m'alerter plus souvent. Je suis pas à tête brûlée, pas du tout, mais parfois je pense que j'ai commis des erreurs, clairement, je le sais. Et je m'en suis sortie, donc j'ai eu de la chance. Et j'ai appris pour ne pas recommettre ces erreurs plus tard, évidemment. Après, si évidemment on a peur quand on se retrouve dans des moments compliqués, dans des exemples, je pense qu'on en a tous à peu près une cinquantaine, mais il faut avoir ressenti cette peur pour comprendre qu'en fait elle n'est pas paralysante en fait. Et notamment moi j'ai fait une formation avec l'armée, on nous a appris justement à ce que cette peur ne soit pas paralysante, c'est-à-dire qu'on est formé aussi, c'est-à-dire que et ce que j'explique tout le temps c'est que comment dire, quand on travaille. C'est-à-dire que vous me mettez dans la même situation alors que je travaille pas. Je pense que je suis pétrie d'angoisse, je m'effondre par terre, c'est même pas la peine en fait, faut me laisser, etc. Et quand je sais que je travaille, c'est comme les médecins en fait. Je pense qu'on est formaté, on a une capacité aussi, et chaque humain là, de passer de l'un à l'autre. Alors on est peut-être un peu schizophrène, mais si je suis dans mon cadre de vie classique, je vais vous raconter une anecdote toute bête. Quand il y a eu la victoire de l'équipe de France, je sais pas pourquoi j'ai eu cette brillante idée d'aller avec ma fille, qui avait 10 ans. Donc c'était pas une bonne idée, franchement, sur les Champs-Élysées. Très mauvaise idée. En plus, je sais très bien qu'il faut pas faire ce genre de choses, mais bon, voilà. C'est d'où je vous dis des fois je comprends rien. Et donc je suis avec ma fille, et il y a un moment, il y a des gens qui ont fait exploser quelque chose par terre. Bon, évidemment, c'était pas le moment. Tout le monde s'est mis à courir. Et à ce moment-là, j'ai été pétrifiée de peur, alors que c'était juste des gens qui couraient et que je l'ai vu plein de fois. Et il m'a fallu quelques secondes pour que mon cerveau change de connexion et que j'ai les bons réflexes, c'est-à-dire me pousser, la rentrer dans une cage d'escalier, ce que je sais faire d'habitude. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, au bout d'un moment, notre cerveau, il fonctionne comme ça en fait. Donc mettez-moi dans une voiture, passer un checkpoint de façon individuelle, c'est-à-dire en vacances, je pense que je tremble dans la voiture. Je suis comme ça, notamment même au Maroc, où je vais tout le temps, où je passe des trucs, je suis comme ça, je suis oh là là mon Dieu, alors que
dans un contexte de travail, j'en ai rien à faire, même je dors normalement. Donc voilà, je vais vous expliquer la différence. Ouais. Je me suis rendu compte, justement, à l'occasion de Gênes, où c'était un peu le début de ma carrière de terrain, enfin, après le Japon, que ça m'excitait, en fait, ce genre de situation. Il y avait des snipers, carrément, c'était hallucinant, quoi. Il y avait des départs de feu partout, enfin, c'était une espèce de chaos complètement. Et en réalité, bon, déjà, je trouvais ça beaucoup plus facile à couvrir que des tas d'autres choses où en fait, la situation est un peu plate et c'est un peu difficile en fait de trouver les sujets. Alors là, les sujets ils tombaient dans le micro, mais alors j'en avais un trop plein. Et j'ai fait ma formation après ça. Et ça a été hyper utile parce que cette formation que dispensent les rédactions, et je vous dis, elle dispense même aux pigistes aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit déjà, mais nous, je veux dire, à RFI, maintenant, quand on a des pigistes dans des zones à risque, si on prend des piges à ces gens-là, c'est qu'ils ont suivi ce type de formation. Et ces formations-là, elles apprennent effectivement à avoir les bons réflexes et à ne pas se laisser emporter par une espèce d'adrénaline et d'excitation face à un danger qui peut être juste fatal. Et donc c'est très utile parce que voilà, il y a des gens qui sont des professionnels qui nous donnent des tuyaux et aussi des tuyaux pour supporter certaines choses, qui nous simulent des prises d'otages, qui nous simulent des choses où on voit que le rythme cardiaque il s'accélère de façon absolument anormale. Donc comment on fait pour retrouver son souffle dans certains cas, c'est tout con mais ça peut aider quand même. Donc voilà. Et par rapport à ça, en dehors de ça, ce type de formation aussi nous fait énormément travailler sur notre perception de l'environnement. Et ces formations sont en perpétuelle adaptation et maintenant on se forme non seulement à la perception de l'environnement réel, mais aussi de l'environnement virtuel, à savoir la conscience de tout ce qu'on laisse comme trace sur notre outil de travail maintenant, ce truc-là qui est de plus en plus multitâche et qui peut être vraiment, si on se le fait prendre, qui peut être fatal pour les personnes dont on aurait rentré les contacts là-dedans. Donc enfin, on a des formations qui nous expliquent comment se sécuriser physiquement et virtuellement. Comment éviter de donner trop d'infos sur nous et sur ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on est en relation, ceux qu'on a l'intention de rencontrer. Donc, ouais, je sais plus où on était. Donc, je passe le micro. Non, c'est trop honteux en fait. Non. C'est-à-dire que vous savez, juste vite fait, mais à Bangui, il y a des collines. Je sais pas, vous avez des conflits en Centrafrique, mais vraiment, c'est pas grave, tout le monde peut en rire, j'accepte qu'on en rit. En fait, à Bangui, quand il y a eu tout a basculé du jour au lendemain. Et donc nous, on est arrivé, c'était en quelle année 2013, 2012, je sais plus, c'était avant 2015. Pour moi, il y a 2015 et les attentats, et donc 2012, bref. Et donc nous, on arrive, je sais plus, je crois le 5 décembre, et l'opération Sangaris, donc l'opération de l'armée française, est déclenchée le 6, et tout bascule entre le 5 et le 6. Et moi, je comprends rien à ce qui se passe, je dors, bref, j'entends des bruits de tous les sens, je dis oh, c'est normal. Bref, je me lève le matin, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave, la journée est très compliquée, on voit des charniers partout, je vous épargne tout ça. Et en fait, le soir, il y a l'archevêque de Bangui qui vient, qui est un homme incroyable, et qui me dit, vous savez, dans les églises qui sont dans les collines, donc c'est comme au Rwanda, donc dans les collines, il y a des gens qui sont cachés dans les églises, ça ferait un beau reportage. Il est 16h, il va faire nuit, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. Et je suis partie avec quelqu'un de BFM TV qui n'avait rien à voir avec tout ça, qui était chargé de faire les transmissions satellites, et qui heureusement me dit moi je vais prendre des photos, heureusement. Donc il vient avec moi, et en fait on a un premier checkpoint où on nous arrête et on nous montre des charniers. Heureusement il y a un appareil photo, donc il prend des photos, donc les gars sont contents, nous laissent partir, et en fait on monte dans cette colline, fait un reportage incroyable, vraiment c'était incroyable, sauf qu'on rentre quasiment de nuit, en traversant des zones où il y avait donc les Séléka, voilà, pas du tout content, et qui du coup la machette n'est pas passée loin de nous. J'aurais jamais dû faire ça, parce qu'il faisait nuit, parce que cette colline, j'ai pas pris les bons renseignements, j'ai écouté cet archevêque parce qu'il m'a touchée, et parce que c'était un homme d'église et qu'il était incroyable, et en fait j'aurais dû lui demander plus d'informations et ne pas partir sans quelqu'un de la ville en fait. C'est-à-dire qu'on est parti, je savais même pas où on allait, quoi.
Donc, C'est pas risible parce que des comme ça, on en a tous fait. ah oui, non, mais bon, quand même, là, c'est... L'attrait de la belle histoire, c'est vraiment... Et puis quelquefois, il faut y aller, quoi. Oui, mais là, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que la nuit, je n'ai été touchée par cet homme qui me racontait, c'est-à-dire qu'il a mis dans une phrase tout ce qui, moi, me touche, c'est-à-dire l'église, gens cachés dans une église, les femmes et les enfants à l'intérieur, les hommes dehors avec des petites machettes. Pour moi, ça faisait, dans ma tête, ça faisait waouh, quelle story. Mais bon, la jolie histoire, c'est que du coup, on est allé là-haut, les gens nous ont demandé de signaler leur présence dans cette église, ils nous ont tenu la main comme ça, en nous disant demain, sinon on est mort, dites qu'on est là. Moi, j'ai strictement rien fait, mais on a fait un reportage qui a été diffusé. Le lendemain matin, le monsieur de l'église m'a appelé et m'a dit que vous m'avez sauvé la vie parce que du coup ils sont pas venus cette nuit. Je sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas lui il a cru. Et donc je me suis sentie utile juste pour ça, d'avoir pensé qu'il a cru que parce que je suis venue, ça lui a sauvé la vie. Voilà, donc je pense qu'il a peut-être passé de meilleures nuits en pensant que j'avais des pouvoirs magiques. Voilà. Mais oui, on fait des erreurs. Et je suis sûre qu'il en a fait, mais il va pas dire. Justement, tu fais une très bonne transition. Non, à l'inverse, par contre, là, ça garde. Il y a une belle histoire à la clé. Je pense qu'il faut, juste pour revenir sur la peur, avant de faire la transition. Non, je mets ça pour la fin. Comme si j'oublie, c'est pas ça. En fait, la peur, en fait, je pense qu'il faut pas. Ce que je vais dire, c'est peut-être pas bien, mais il ne faut pas vraiment se poser la question parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, voilà, on est un peu peut-être schizophrène, le cerveau est assez bien fait, on arrive à gérer. Donc en fait, on a beaucoup peur avant, on se dit, merde, je suis là, mais après, une fois qu'on est dans le truc, on est parti. Mais voilà, il faut quand même aussi connaître ses limites, savoir si vraiment on a vraiment peur très rapidement pour une petite chose. C'est vrai qu'il faut peut-être pas y aller, mais faut bien se connaître. Mais... Si vous avez peur sur ce genre de zone, vous allez vite le savoir. Hein. Notamment l'exemple d'une consoeur de RMC qui a voulu absolument aller en Ukraine au moment où c'est parti vraiment en cacahuète, etc. Bon, il a fallu la rapatrier au bout de 48 heures parce qu'elle dormait avec son gilet pare-balles dans la chambre d'hôtel. Donc elle a vie dessus, ça a déjà fait pour ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que je pense que l'attrait des histoires... Attendez, pas fini. Non, je disais, aussi je me suis... Quelquefois, on se fait peur a posteriori. Pour avoir été embedded avec l'armée en Afghanistan, donc une fois on sort voir la sécurisation des élections, etc. Et puis à un moment donné, on nous signale qu'il y a une attaque de la base et qu'on ne peut pas rentrer à la base de là où on est sorti. Bon, j'ai l'impression que je suis avec le génie civil et tout, c'est les démineurs et tout, on est hyper blindés, tout ça, donc j'ai l'impression que tout va bien. Bon, ça devient un peu silencieux quand même dans le truc, mais bon, on finit par rentrer un peu plus tard que prévu, mais on finit par retrouver le moyen de rejoindre la base, et alors là, je vois les soldats, mais vraiment... jeter leurs armes en l'air avec des rires et comme si, en fait, ils étaient hyper soulagés. Moi, j'avais absolument pas compris à quel point eux, ils pétochaient. Et donc, rétrospectivement, je me suis dit, en fait, on aurait pu vraiment avoir des soucis. Et pourtant, j'avais déjà une grosse expérience de ce terrain, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on n'en a jamais assez de l'expérience. Et que, en fait, c'est pour ça qu'il faut faut y aller mollo, quoi, parce que... mais de toute façon, c'est pas ça qui m'aurait empêché d'y aller, parce que quand même, c'était le seul moyen de voir ces endroits où ils nous emmenaient, c'était le seul moyen d'y aller, et puis, je veux dire, il y a bien plus dangereux que de se balader avec l'armée, enfin, ça dépend des moments, mais... ouais, enfin, ça dépend des moments, ouais. Effectivement. C'est pas grave. Donc, du coup, je reviens sur le pont tout à l'heure. Non, c'est super important par contre, de bien hiérarchiser la formation, c'est-à-dire établir des niveaux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est un scoop? Est-ce que le ratio information-risque? Par exemple, donc, on est en 2017, c'est la fin de Raqqa en Syrie. Donc je pars là-bas avec un confrère et quand on arrive au faubourg de Raqqa, la porte est fermée, on nous dit que c'est pas possible d'avoir accès. On a à peu près essayé consécutivement plusieurs jours pour pouvoir pénétrer Raqqa au tout début de la libération, impossible.
Donc du coup, là, la production commence un petit peu à nous mettre la pression en disant bon, il faut rapporter des choses parce qu'on n'a rien. Donc on commence à faire un sujet sur la présence française chez les djihadistes, les conséquences sur les locaux. Et donc on a pas mal d'éléments. Mon collègue, mon confrère, a trouvé bon à ce moment-là de vouloir aller un peu plus loin. Moi, j'étais pas forcément en accord avec lui, je trouvais qu'on allait un peu trop loin. Enfin, bref, on suit une tribu qui nous amène à un charnier. L'information du charnier, malheureusement, dans toute guerre, il y en a. C'était pas forcément la grosse info. Il y avait pas mal de risques, c'était à Shadadeh, quasiment un peu à la libération, donc, qui a aujourd'hui encore une poche où il y a pas mal de cellules dormantes de l'État islamique, donc un terreau de l'État islamique. Premier avertissement, on arrive dans la ville de Shadadeh, et là, ça faisait à peu près 6 mois qu'il était libéré, c'est pas vrai. Et on se balade dans la ville, et il y a encore le drapeau sur un magasin de l'État islamique. Donc les militaires, donc là c'était des tribus sunnites qui avaient rejoint la coalition kurdo-arabe, qui, un peu gênés, arrachent le drapeau de l'État islamique devant nous. Ils l'ont laissé pendant 6 mois, ils ont attendu que les journalistes arrivent pour l'arracher. Donc bref, ça montre un petit peu l'ambiance du lieu, quoi. Et donc on va vers le charnier, qui pour moi pas forcément une bonne information, on y va quand même. On rentre dans le charnier, il avait plu, donc du coup il n'y a plus d'os. On revient vraiment aux redouilles. On sort de là. J'ai oublié de préciser qu'on a dû traverser un champ de mine en voiture pour pouvoir y avoir accès. Et en sortant de là, on se fait tirer dessus, donc on court dans le champ de mine. Donc vraiment très mauvaise idée, l'information rien et risque énorme. Donc c'est vraiment trouver le ratio risque-information. D'accord. Tu dis que on t'a demandé de ramener quelque chose. Il y a eu un moment, ça a poussé un peu à la roue pour ramener quelque chose. Ouais. Ça coûte cher, hein, de nous envoyer là. Ouais, mais nous franchement, on fait pas ça. Voilà. Je veux dire que. La différence entre les rédacs et. Oui, je pense que. Et la télévision. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a des différences selon les rédactions, qu'il faut savoir résister aussi quelquefois. Si une rédaction qui pousse à la roue de cette façon-là, donc je constate que ça arrive, mais voilà, je trouve ça vraiment terrible. C'est deux écoles. À la télé, enfin, pour ceux qui poussent beaucoup, clairement, pour être sorti de la radio et être un peu entré dans l'univers de la télévision, clairement, en télé, il y a besoin d'images, donc on va toujours vous pousser à aller plus loin. Alors que moi, en radio, plein de fois, j'ai vu mes confrères de télé partir dans des trucs, en Centrafrique notamment, un collègue qui est monté dans un pick-up de la CDK, ils se sont fait tirer dessus et tout. Moi, je dis, mais ça sert à quoi en fait, je fais de la radio? Qu'est-ce que je vais me faire tirer dessus ouais, quand vous faites de la radio, une fois que vous avez compris le truc, machin, vous avez le bon témoignage, en fait, j'approche pas en fait, ça sert à rien. Moi, je préfère travailler derrière, voilà. Alors, effectivement, je me suis déjà retrouvée sur une de front, mais je le fais une journée, je ne l'ai pas tout le temps. Alors que c'est vrai qu'en télévision, une espèce de truc, il faut toujours y aller, on ne sait jamais que d'un coup il se passe un truc, que ce soit pas. Donc voilà, il y a aussi différentes façons de travailler selon ce que vous faites, sachant que la pire des situations, enfin, le plus compliqué et le plus dangereux, c'est évidemment pour les photographes. Parce que eux, il faut vraiment qu'ils y soient. Bon, alors là, je vais vraiment faire la phrase que tout le monde connaît. Je ne sais pas si vous la connaissez encore. Un bon sujet, c'est un sujet qui revient. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien d'aller au charbon si c'est pour ramener rien. En fait. C'est un peu la phrase qu'on se dit tout le temps, mais... Et est-ce que le travail d'un journaliste dans une zone de conflit s'exerce que durant le temps de la guerre, quand il est vraiment déterminé, ou alors parfois vous décidez de rester, ou les rédactions permettent de rester plus longtemps? Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça? Sans passer de news au freelance, j'ai découvert la différence. C'est-à-dire qu'en news, on vous envoie, typiquement là je sais par exemple pour l'Irak en ce moment, tous mes confrères de news ont ordre d'avoir un visa irakien. Un visa irakien, il faut 15 jours pour l'avoir, et vous pensez bien qu'en ce moment, ils ont un peu piscine. C'est un peu compliqué pour avoir ce visa. Donc d'un seul coup, tout le monde m'appelle, le meilleur contact, le bidule, le truc. Alors moi, comme je suis sympa, je veux tout le monde, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de news qui va se retrouver, sachant que c'est des gens qui déboulent en fait souvent. Mais c'est ce qu'on m'a demandé moi souvent, notamment pour Irma, donc tempête sur Saint-Martin en 2017. Je suis partie vraiment en 40 minutes, on m'a dit pars, monte dans un avion et vas-y. On est arrivé, on est monté dans un bateau, je ne sais même pas comment on est arrivé jusqu'à Saint-Martin. J'avais exactement rien, on a heureusement je sais faire maintenant un pactage quand on appelle, donc j'avais prévu et j'étais avec des confrères qui n'étaient pas formés
Donc on a quand même fait un stop 1 heure pour charger de l'eau, des pâtes, etc. Mais sinon, on n'avait rien à manger pendant 15 jours en fait, parce qu'il n'y avait vraiment plus rien. Donc le news, c'est ça. Le news, on vous envoie, et Saint-Martin, on m'a dit du jour au lendemain, c'est bon, ça suffit, il faut rentrer. Alors que moi, j'avais plein de sujets à faire, et donc il a fallu rentrer, et donc il n'y avait pas d'avion. Et j'avais pas envie de refaire les 17 heures de bateau dans l'autre sens, donc il a fallu qu'on se débrouille et qu'on harcèle l'armée française pour qu'elle nous trouve une place dans un vol, sachant qu'on potentiellement prenait peut-être la place de gens qui avaient vraiment besoin de partir en fait. Mais, et alors j'ai découvert que du coup en freelance, c'est différent, et qu'on prend le temps, qu'on y reste, que parfois on y va et qu'on ramène rien. Juste on va voir les gens. Donc voilà, c'est une autre façon de travailler, et j'avoue clairement préférer la seconde. Parce que c'était le début. Non, mais c'est peut-être parce que c'est RFI, je suis désolée. Mais... Non, mais moi j'ai l'impression que... Bon, voilà, ça dépend des... Oui, ouais. RFI on en fait aussi, mais moi j'ai réussi... Enfin, je sais que j'ai vu souvent, arrivant en amont d'un événement sur un endroit, voir arriver, débarquer les radios télé nationales et repartir vite fait bien fait, et à la limite c'est nous qui les briefions, etc. Donc il y a moyen, je pense que ce que j'apprécie aussi dans ma rédaction, c'est les gens qui arrivent à anticiper dans la mesure du possible certaines choses, et aussi à décrocher des histoires telles qu'on dit, bon allez, on te donne une journée et demie de plus, ou voire... bon, effectivement c'est un peu restreint, mais ou quelques jours de plus, si tu nous ramènes le projet, l'histoire, ah oui effectivement à tel endroit tu peux aller faire quelque chose d'un peu exceptionnel, il y a une rallonge, tu vois, ça se discute, ça se négocie. Moi j'aime bien l'idée que les choses ne sont pas, enfin qu'il faut être, moi j'étais la chieuse de service quand j'étais sur le terrain, et j'étais connue pour vraiment tanner les gens pour obtenir ce que je voulais. Et après, arrivé en chefferie, là, j'attends ça des gens. J'ai pas... qu'est-ce que tu me proposes, quoi ? Qu'est-ce que tu veux et pourquoi ? Et quel est l'argument que je peux donner, moi, pour décrocher le budget pour que toi, tu puisses faire ça ? Et ça, je pense que c'est vraiment une partie super importante de votre travail. C'est d'arriver à décrocher l'envie qu'on accorde le reportage. J'ai réussi à décrocher un reportage en Birmanie à une époque où on n'y allait pas du tout, en disant j'ai 50% de chance de pouvoir rentrer ou pas, et d'être en rade à Bangkok jusqu'au finir par mettre un bifton dans mon passeport et arriver à avoir mon visa, et c'était pas gagné du tout. Et j'ai eu la chance que mon rédacteur en chef à l'époque me laisse tenter ça, et c'était génial parce que j'ai visité le parti de Aung San Suu Kyi, etc., des tas de choses à une époque où c'était verrouillé de chez verrouillé. Je suis repartie avec des trucs dans mes chaussures pour pas me les faire, voilà, parce que on est surveillé comme pas permis, on voyait personne à cette époque-là dans ce pays, c'était vraiment clondo total, et donc voilà, et donc ce que je dis c'est que j'avais vendu l'histoire. J'avais dit, il faut que j'y aille parce que j'ai tel type de contact qui peut me donner tel type d'information. Et donc, c'était préparé en amont, quoi. J'avais des relais là-bas où je disais, c'est maintenant et il faut pour telle et telle raison. Et j'aime bien, moi, quand on vend des sujets, avoir des gens qui ont la niaque et qui savent pourquoi ils veulent aller à tel endroit et pas simplement parce que c'est l'actu. Non, mais c'est qu'il faut pas... enfin... Voilà, c'est chouette quand on a... Et puis en plus, je me donnais quand même toujours la possibilité de vendre un truc et après de faire autre chose, parce qu'il faut rester les antennes ouvertes. Et puis si on trouve encore mieux sur place, évidemment, il faut être capable de s'adapter, de laisser tomber l'idée qu'on avait avant si on trouve encore mieux. Mais déjà d'être capable de vendre d'avance quelque chose, et puis après on voit. Non, c'est important de revenir... ou de continuer à travailler sur un terrain qui était en guerre et qui permet en fait de suivre tout ça, parce qu'en même temps, quand on découvre un pays en guerre, il faut imaginer c'est une ligne de front, on avance au fur et à mesure, on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur la zone libérée, ça va vite finalement. Par contre, quand on revient, c'est super agréable, notamment à Mossoul. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en tant que personne et en tant que journaliste
à revenir voir des voisins, des gens avec qui j'ai passé du temps pendant la guerre, les voir un peu revenir dans une vie normale. Donc il y a plein de sujets là-dedans, c'est génial. Et puis en même temps, le temps long est top, parce que par exemple, d'une, ça permet aussi, je pense, de passer plus inaperçu. Alors pas forcément en Irak, si on y reste longtemps, on est directement catalogué comme journaliste, mais notamment sur l'Iran, quand j'y suis allé, j'ai fait le gros naïf, je suis parti en faisant le touriste de base, et j'y suis revenu un peu plus tard, tourner, mais en faisant toujours passer pour un touriste. C'est comme ça que j'ai pu avoir accès à mon sujet, et en cachant mes images difficilement, je cherchais toutes les possibilités pour envoyer mes images en France, mais j'ai dû les coudre dans mon sac à dos. Bon, bref, mais du coup ça permet en fait de prendre le temps, de bien réfléchir à comment mettre en place la logistique, et revenir sur des zones, ça permet aussi de continuer, je pense aussi, à raconter l'histoire qui peut venir après. Parce qu'on pérennise nos contacts, on crée des liens, ces gens vont plus nous parler pour s'il se passe quelque chose dans un futur proche. Donc ça permet de pérenniser les relations. Et c'est économiquement rentable? Si on vend? Non. Moi, franchement, je pense que oui. Enfin, quand je suis resté longtemps à Erbil, quand j'étais correspondant pour Arte là-bas, c'était bien. Parce que du coup, j'avais. Ce qui coûte le plus cher, c'est les billets d'avion finalement. Après, en s'organisant avec d'autres confrères et consoeurs, on peut travailler à plusieurs en prenant le même traducteur. Donc, du coup, on réduit les coûts. C'est ça aussi. Après, bon, d'un moment. C'est pas bien de le dire comme ça, mais quand on boit une bière ou deux avec un fixeur, indirectement, le prix descend de $200 après, parce que voilà, on a sympathisé, on est devenus amis, quoi. Et du coup, ça permet de créer des relations. Et puis, personnellement, je pense que quand je suis arrivé en Irak, je connaissais pas grand monde comme tout le monde quand on arrive, mais au bout d'un moment, je commence à rencontrer un général irakien, un lieutenant Peshmerga, et du coup il nous appelait pour donner une information. Donc on pérennisait des relations. Donc je pense que ça se fait pas. Enfin, je pense que quand on vient en news, on met beaucoup d'espoir dans le fixeur, qui lui en fait en gros a son réseau qui lui appartient, qui monnaie beaucoup, donc ça coûte super cher. Par contre, quand on est là un peu, quand on vit sur place, on a tendance à créer de vrais liens, et on a notre propre carnet d'adresses qui en fait nous appartient. Moi personnellement, pour peu de choses, je fais appel à... Enfin, mon fixeur, c'est surtout un traducteur. Les portes, indirectement, je les ouvre, les checkpoints, je connais qui est qui, parce que j'ai passé la route 3-4 fois. Donc ils vous connaissent, les gens. Donc du coup, ça permet d'évoluer de manière un peu plus tranquille. Par contre, le risque, c'est qu'on s'habitue et qu'on baisse la vigilance en termes de sécurité. C'est qu'on se croit un peu à la maison, et des fois je partais à Mossoul, c'est bête, mais je pense que voilà, rétrospectivement parlant, j'aurais pu quand même mettre un gilet pare-balles et un casque dans le coffre. Je le faisais pas, parce que pour moi j'allais à Mossoul, je parlais hors guerre. Après, il aurait pu avoir une attaque, un attentat, ça aurait quand même été bien d'avoir un gilet pare-balles. Il faut faire attention. Aujourd'hui, je fais plus attention quand même, après la formation que j'ai pu avoir avec France Média Monde. Juste parce que vous parlez de l'argent, moi qui ai travaillé des deux côtés, je travaille avec Edith Bouvier qui a que travaillé en freelance, et qui dit que je suis une princesse, parce que j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle Connex Radio, et j'ai beaucoup travaillé avec BFM TV. Non, pas princesse, pas du tout. Oh là là, si vous saviez. Mais voilà, c'est-à-dire que moi j'ai été habituée à travailler vraiment. Quand vous travaillez pour du news, vous travaillez, mais vous travaillez comme des chiens sur le terrain. Alors que parfois les freelances, on les voit aller boire des coups et tout. Quand vous travaillez du news du jour pour le lendemain, vraiment vous travaillez comme un chien. Et alors que les autres freelances, ils vont boire des sur les toits et tout ça. Et nous, on est là. Bref, donc ça c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'on a on a des beaux hôtels quand il y en a, on a des belles voitures sécurisées, on a les fixeurs, évidemment. Le prix d'un fixeur à Mossoul, comme moi j'y étais, c'était $700 la journée. Et je crois que c'est monté jusqu'à $1000 à un moment. C'est les télés qui sont montées. Voilà, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux plus payer $700 fixeur.
c'est impossible. Donc l'argent aussi fait parfois la différence, d'où l'importance d'aller souvent sur le terrain et d'avoir des liens, parce qu'aujourd'hui, par exemple, typiquement Edith qui va tout le temps en Syrie, en fait, on n'a pas besoin de payer les gens. Aujourd'hui, même on supplie les gens, non, laisse-moi juste payer l'essence, en fait. Quand on va en Syrie, on ne paye rien. Et encore, là, on va essayer d'y aller bientôt, on sait qu'on ne va pas payer, en fait. Mais parce que c'est... Et là, je profite du réseau d'Edith, donc c'est pour ça qu'elle m'appelle un peu la princesse, parce que... des fois, je dis, bah, quand même, on pourrait se faire un resto, quand même, parce que les sandwichs, les shawarma, ça commence un peu à nous pomper, hein. Bon, bref, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même, économiquement, même sur ces zones-là, la différence entre les gens staffés, titulaires de boîtes comme BFM, clairement, parce que c'est celle que je connais, qui sont capables de mettre de l'argent. Parce qu'il faut qu'il y ait un sujet, en fait. Et c'est pas pour ça que j'ai eu des bons sujets. À Mossoul, on a fait que de la merde. Franchement, cette mission elle était pas bonne et pourtant, ça a coûté beaucoup d'argent, en fait. Donc ça veut pas tout dire, mais en tout cas, il y a quand même parfois un déséquilibre que je pense Stéphane a dû ressentir clairement. Bah, vraiment là, tout à l'heure j'expliquais un petit peu les bons côtés d'être freelance sur le temps long. Donc clairement il y en a beaucoup, mais il y a aussi énormément de contraintes. Exemple, le début de l'offensive contre l'État islamique lancée par les Peshmerga le 17 octobre 2017. 16, pardon. Clairement, donc, tous les staffs du monde entier, les Chinois, les Japonais, Américains, CNN, qui font des barbecues sur 10 km de la ligne de front, ça sent l'odeur, t'as faim, tu manges un sandwich, t'es pas content. Bref, c'est... Voilà. Nous, clairement, en termes de sécurité, on était largués parce qu'en fait, tous les fixeurs étaient devenus super chers, même à plusieurs, parce qu'on était 3 journalistes, dont une photographe, à s'associer pour pouvoir payer un chauffeur de taxi d'Erbil pour nous emmener sur la ligne de front. Donc imaginez un petit peu le truc, on se retrouve le taxi jaune d'Erbil sur la ligne de front, entouré de 4x4 de CNN blindés, et... Je sais pas, je l'ai pas lu. Et là, franchement, en termes de sécurité, c'était pas terrible, parce qu'en fait, enfin, bref, l'accès était difficile, on était en taxi, il y a des roquettes qui tombaient, enfin, c'était compliqué. Donc, on va dire que là, en termes de sécurité, on était un peu en difficulté. Donc, tout ça parce qu'on n'avait pas les finances pour pouvoir travailler correctement avec un vrai fixeur, avec un vrai traducteur, avec un chauffeur, avec un véhicule adapté à la situation. Donc oui, il y a aussi des problématiques de ce genre qu'il faut penser. On n'était pas d'accord tout à l'heure là, quand vous avez dit c'est les télé, vous avez changé. Nous on veut savoir si c'est dit en off parce qu'on verra. Ouais, et puis les Japonais aussi. C'est surtout CNN et les Japonais. Oui, les Japonais payent tout le monde. Passer derrière la MHK, c'est mortel, quoi. Mais quand... je voulais faire une nuance, parce que là on est en train de faire vraiment une sorte de clivage, un peu un clivage pigiste, média, ou staff, ou correspondant. Mais il y a des nuances. Moi ce que je sais, c'est par exemple nous, la rédaction radio, on n'est pas forcément obligé d'être comme une radio nationale où on a 2 jours pour produire le truc. On peut négocier de rester plus longtemps et moins cher. Tu vois, moi je sais que voilà, élaborer un budget c'est aussi intéressant. Ça rentre vraiment, finalement ça a un impact éditorial. Moi je préférais m'attarder pour moins cher. Je n'allais pas dans des endroits où j'avais besoin de fixeurs, je ne les prenais pas tous les jours. Je m'organisais, il y avait des jours avec et des jours sans. Et je négociais une petite rallonge parce que, comme tu le disais, c'est vraiment plus on passe de temps quand même, la perception du terrain elle change avec le temps. Je vais le dire parce que sinon ça va être embêtant pour tout le monde. Non mais après, faut surtout pas oublier, justement je ne vais pas faire de clivage, absolument pas. C'est juste que les fixeurs en fait se sont vraiment très très bien organisés pour la bataille de Mossoul. C'est que du coup en étant devenus amis avec eux parce qu'on restait longtemps, on a eu les coulisses, c'est qu'un jour ils se sont réunis dans un hôtel de luxe à boire du whisky et se dire bon, c'est quoi le prix des tarifs? Et tout le monde s'est accordé sur les tarifs. Donc au début de la bataille, $300 pour les freelances, $500 pour les staffs. Et au fur et à mesure qu'on avance vers le centre-ville de Mossoul, on va augmenter les prix jusqu'à $1000. Donc du coup, tout était préétabli. C'est pour ça que je rigole parce qu'en fait,
Enfin, c'est bien fait de leur part, enfin, c'est Ça a très bien, évolué, c'est très juste. Ouais, très juste. Et, Parce que en Afghanistan, c'est devenu comme ça. En Afghanistan, ce que j'ai vu, c'est que c'est devenu comme ça, mais par la force des choses et pas aussi établi, quoi. ah là, c'était une vraie société, plan de financement. C'est sûr. C'est la même chose à Gaza, exactement pareil. C'est pareil. Et en échange, en fait, chacun devait fournir les contacts et accès à tout le monde. C'est-à-dire, c'est devenu une sorte de plateforme un peu. C'est-à-dire que, genre, j'ai pas le contact du Peshmerga qui a cette rue, à ce checkpoint-là. Et ben, les gens devaient s'échanger entre eux. Bon, à la fin, c'était vraiment chacun pour soi. Oui, moi j'avais une question. Justement, comment vous les trouvez ces fixeurs? Enfin, c'est qui Alors, donne les contacts? Pour commencer, si vous débutez, il y a différents groupes sur Facebook qui permettent, si vous êtes recommandé, de poser une question, d'avoir un contact, et les gens qui sont, les journalistes qui sont déjà présents sur place, qui sont déjà présents sur le groupe, ou des fixeurs peuvent vous recommander. Et sinon, après, le mieux, c'est toujours, surtout, de s'assurer auprès d'autres confrères et d'autres consoeurs, comment dire, si la personne est bonne, ça ne sert à rien de se retrouver, je sais pas, je prends un exemple, au Niger, au Mali, avec un fixeur recommandé par une seule personne sans qu'elle soit vérifiée, parce que c'est vraiment le risque maximum pour se faire kidnapper ou pour avoir des soucis, ou tout simplement dans la précipitation, on a absolument besoin d'un fixeur dans une zone qu'on ne connaît pas. Il faut toujours vraiment vérifier auprès de correspondants sur place, auprès de personnes qui ont été sur le terrain sur place pour vraiment voir si cette personne-là est fiable ou non. Parce que sinon, d'une, on perd de l'argent, on risque sa vie, et en même temps, on peut avoir une mésaventure. Et puis si la personne n'est tout simplement pas du tout bonne, on peut vraiment s'énerver, parce que quand on arrive et que rien n'est fait et qu'on n'a aucun accès, on s'énerve assez facilement quand on a quelques jours de tournage ou de reportage. Juste pour rebondir sur ça, c'est que moi j'ai travaillé sur des zones où il y avait typiquement la Tunisie. Évidemment, quand la révolution se déclenche, il n'y a pas de fixeur, parce que c'est jamais rien passé dans ce pays. Et donc on s'est retrouvés quand tout a basculé. Alors au début on était seuls dans notre voiture à faire n'importe quoi. Et quand un jour ça a vraiment basculé, on s'est dit bon là quand même on va peut-être prendre quelqu'un qui conduit. Et donc on a cherché et en fait on l'a fait au feeling. On l'a fait au feeling avec quelqu'un. Il faut parfois faire confiance à la chance. Et donc on l'a fait au feeling et ça a fonctionné, c'était incroyable. Et ensuite sur Irma c'est la même chose, évidemment qu'à Saint-Martin on n'avait pas besoin d'un fixeur, on avait besoin d'une voiture pour se déplacer, d'une maison. Au moment de la ville, je cherchais une maison, on a besoin d'un Pékin Express. Et là, évidemment, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, quand on nous a déposés au port, en fait, il y a eu un moment de pagaille où tout le monde partait dans tous les sens. J'ai vu un mec qui venait avec un pick-up pour chercher de l'essence, il était rigolo, on a rigolé. À un moment, je suis montée dans son pick-up, j'ai dit ouais, écoutez, on n'a pas le choix en fait, donc on va venir chez vous en fait. Et voilà, il était super content. Et il s'avère que ce monsieur avait une maison, une réserve d'eau, une piscine et un générateur avec de l'électricité. Donc on a pu travailler hyper facilement et tout le monde est venu chez lui après. Paul, il s'appelle, il est incroyable. Mais voilà, il faut faire confiance à la chance et à votre feeling en fait. En fait, il faut que vous appreniez à repérer les gens en fait. Et ça s'apprend sur l'expérience. C'est juste de l'humain. De s'ouvrir aux autres et de voir, alors parfois on se trompe, mais en l'occurrence, moi, sur les fixeurs, à part une fois, je me suis rarement trompée. Et si on vous propose un service, c'est uniquement si la démarche vient d'une personne que vous ne connaissez pas? C'est-à-dire que si on vient et qu'on propose des services et ça va l'être, ouais, je pense, parce que déjà, il va y avoir directement une question d'argent, il va y avoir directement une question d'argent, et ça, c'est vrai que c'est un frein, en fait. Parce que, ok, on veut bien payer, mais en fait, on n'est pas des billets de dollars qui marchons. Donc, moi, je sais que certains confrères ne travaillent pas comme ça et que, notamment, CNN, ils s'en foutent, ils balancent des billets comme ça. Mais moi, quand les gens demandent trop d'argent, je peux pas en fait. À un moment, 1000 $ pour aller à Mossoul, voir des trucs exploser, il faut quand même pas exagérer en fait. Ça me pose une vraie question. Je veux bien qu'ils en profitent aussi, c'est normal. Mais quand même, 1000 $ la journée, après ils vous disent qu'il faut racheter le chauffeur, après il faut mettre de l'essence, il faut que tu me payes à manger, c'est bon en fait, ça va aller quand même. Non mais en fait c'est une rencontre humaine aussi. La rencontre avec le fixeur, quelquefois elle est tellement déterminante. Moi il y en a qui ont fait le fil conducteur de mon reportage. Quand on faisait des grands reportages sur la file de 20 minutes, il y en a, c'était une rencontre humaine aussi. Et en fait, par le biais d'organisations humanitaires, des recommandations d'organisations humanitaires,
ou par l'ambassade ou l'Alliance française, ou des connaissances, des trucs quelquefois complètement... quand arrive, je pense au tsunami de 2004, là, je suis partie au Sri Lanka, le fixeur, on est parti, on n'avait rien, quoi. On est parti vraiment à l'escale à Doha, on continuait de passer des coups de fil pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire en arrivant. Et je suis tombée sur un type extraordinaire qui nous a fait chauffeur, qui lui était un humanitaire sri-lankais, et de fil en aiguille, il nous a présenté d'autres gens, etc., etc. Et on y est allé comme ça, et en fait, c'était marrant parce que j'ai changé de fixeur au cours de ce reportage, plusieurs fois selon les endroits, et à chaque fois, c'était des histoires différentes, et c'était super bien parce que là, on n'est pas dans un terrain de guerre, alors j'avoue, c'est pas Mossoul, et donc, et ça prend une importance énorme, mais on n'est pas obligé d'être dans un circuit. C'est vraiment pas, moi j'avais pas des fixeurs pro, c'était pas ça. Mais des gens, alors quelquefois j'ai eu des surprises ou des mauvaises surprises, et puis on apprend aussi à dealer avec le fixeur. C'est-à-dire que moi j'ai jamais donné tout le pognon d'un coup. J'en donne une partie avant, parce que il faut vivre et puis faut motiver. Mais la seule fois où j'ai donné tout d'un coup, c'était une catastrophe. C'est juste la personne, elle a baissé la garde, quoi. Et c'était vraiment, j'ai fait chou blanc. Et je l'ai vraiment, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait. Il suffit que je le fasse une fois, je me suis fait vraiment entourlouper. Et après, c'était pas très agréable, parce que j'étais obligée de dire, mais tu fais pas ci, mais tu fais pas ça, mais tu m'avais dit que, et puis voilà. C'était un petit peu compliqué. Mais j'ai eu des aventures, j'avais vraiment des idées de bouquins entiers sur rien que le contact avec le fixeur. Des gens qui se mettent dans des situations... Et d'ailleurs, j'ai même fait des lettres, et j'ai extirpé un Birman, un Pakistanais, qui m'avait fait faire un reportage sur un chrétien pakistanais qui était vraiment ensuite hyper menacé, etc., et qui maintenant vit ici, voilà. Un Birman, la même chose, toute la famille est passée. C'était incroyable, cette famille, parce qu'ils ont tous fait fixeur. Il y avait plus... Et puis, je me disais, c'était triste, parce qu'après, il restait seulement les parents. Et je me disais, mais c'est terrible, ils verront même pas leurs petits-enfants qui sont à New York, à Paris, au Canada, etc. Et puis c'est passé ce qu'on n'attendait plus, l'ouverture de la Birmanie. Et donc encore toute une vie. Enfin, c'est super intéressant parce qu'on garde ces contacts. Et ça nous permet d'y retourner dans des super conditions. Et vraiment avec des gens qui ne sont pas que des fonctions, qui sont des vies, et qui ont du vécu et avec qui on a vraiment des rapports humains. D'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer. Hein. Quand un ancien fixeur afghan est là à me dire « mais il faut que je vienne en France, je suis menacé pour ci, pour ça, et que j'y arrive pas », ou même chose avec une haïtienne, ça c'est un peu dur à gérer maintenant, je trouve. Parce que quand on accumule comme ça des expériences, et on voit des gens qu'on laisse qui sont à la ramasse totale, même si on a lâché autant de pognon qu'on pouvait, mais quand même, c'est un petit peu dur mentalement quand même ça, je trouve, cet aspect. En lien avec ça aussi, on se demandait comment est-ce qu'on protège son fixeur, le fixeur auquel on fait appel et qu'on le quitte ensuite, comment est-ce que sur place on peut le protéger, que sa vie ensuite ne soit pas... Alors pour rebondir sur ce que tu as dit, moi j'ai vraiment des amis aujourd'hui et je reste très attachée à des gens, à Gaza bien sûr, pour tout ce qu'on y a vécu, en Syrie évidemment, en Tunisie aussi. Ces gens-là sont devenus mes amis clairement en fait. Et je pense qu'Edith sera là, elle pourrait vous dire qu'elle a... c'est carrément sa famille, hein, il faut le voir hein, quand même pour le croire. Mais sur comment on les protège, malheureusement, c'est très compliqué parce que nous on s'en va, on a le bon, comme ils nous le disent, je crois qu'on l'a tous entendu, nous l'ont tous dit, on a le bon passeport nous, en fait. C'est ce qu'ils nous disent tous, vous avez tellement le bon passeport en fait. Et donc c'est un déchirement à chaque fois qu'on les laisse. Moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays arabes, donc à chaque fois ils disent la même chose, oui c'est pas grave, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Typiquement on a travaillé nous à Raqqa en mai de cette année avec des gens qui ont pu quitter la ville à cause de nous. Parce qu'ils se sont affichés avec nous, qu'on a trouvé des documents on a trouvé, voilà, bref, des documents de l'État islamique. Et donc ils ont dû fuir quand l'armée américaine a eu l'idée de s'en aller, ils ont dû fuir et un jour il m'a appelé, il m'a dit voilà je prends la route, je m'en vais. Et je lui dis mais c'est de ma faute, non pas du tout, etc. Si en fait c'est de ma faute, Donc aujourd'hui il est en Turquie, on va aller le voir la semaine prochaine, on y va très souvent le voir. Mais c'est un déchirement
avec tout ce qu'il avait. C'est pas que notre faute, mais il s'était engagé avec nous, il a été vu avec nous, et il s'est mis en danger. Alors même s'il n'arrêtait pas de nous dire, moi je m'en fous, de toute façon je vais être soit tué par le régime, soit exécuté par l'État islamique, moi c'est parce que je lui souhaite en fait. Donc moi je veux bien qu'on en rigole autour d'une pizza, mais en fait ça ne fait pas vraiment rire. Donc c'est très dur parce qu'on ne peut pas les protéger. Comment vous les protégez, vos fixeurs de Gaza en fait? À part dire et être clean sur ce que vous dites sur le Hamas, évidemment, quand vous êtes... je ne sais pas s'il y a des gens qui... Bon, c'est pas grave, on va dire. Il y a un exemple, je ne vais pas citer la chaîne, mais quelqu'un a fait un reportage à Gaza avec ce fixeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ayman. Et je ne sais pas comment il a réussi à lui faire ça, mais il a réussi à lui faire filmer depuis chez lui, de sa famille, ses enfants, et il a réussi à le convaincre de critiquer le Hamas. On ne critique pas le Hamas quand on habite à Gaza. Et il a réussi aussi à lui faire filmer de loin, donc c'est très mal traduit en arabe, pas du tout flouté. Et je pense qu'il s'est mal traduit en arabe, et comme c'est traduit par-dessus, on n'a pas réussi avec Edith à vraiment traduire ce qu'il disait, mais à un moment on le voit la fenêtre et il fait ah, alors là, dans la maison, il y a une cage, sous l'école, il y a une cage d'armes. Vous pensez bien que on ne dit pas ça en fait. Et il a eu des problèmes, etc. Machin. Donc voilà, en fait, les protéger, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, critiquer le Hamas et mettre en jeu votre... Non, en fait, vous pouvez le dire, mais de façon subtile, pas aussi directement, parce que vous passez, Eretz, après, vous êtes pépère à Jérusalem, mais lui, il y reste, en fait. Et le Hamas, ils ne veulent pas, pour avoir fait quelques stages dans leur souterrain. Donc, c'est un exemple tout bête, mais voilà. En fait, on ne change pas les traductions aussi. Certains confrères le font, hein, on aime bien, parce que c'est plus funky. Bon, après tout, il y a peu de gens qui comprennent l'arabe littéraire, surtout c'est un petit peu plus funky en fait. Internet, non, c'est fini. Ouais. Parce que ça passe sur YouTube et... Bah oui, mais bon, voilà. Là, en l'occurrence, sur cette émission, ils l'ont vraiment fait quand même. Donc juste, voilà, les précautions, c'est protégez-les, et protégez-les en ne changeant pas les traductions que vous avez interrogées, ou même si c'est un truc subtil, vous dites, oh, ben quand même, c'est pas grand-chose. Non, en fait, le moindre mot, quand vous êtes en Iran, à Gaza, en Syrie aujourd'hui, que vous allez vous traîner dans les zones des Kurdes, que vous allez traîner avec HTS, donc ce qui est l'équivalent, on va dire, pour faire simple, avec Al-Qaïda, vous n'amusez pas à ça, en fait. Il y a des vrais gens, en fait. En fait, ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'il faut que vous protégiez votre fixeur, mais pas seulement votre fixeur, les gens que vous interrogez. Nous, on a eu des gens qui nous ont dit non, mais je m'en fous, je veux pas être flouté. Typiquement, là, on a fait un reportage avec un ex-prisonnier de Bachar al-Assad qui nous a raconté l'horreur, et il a dit moi je m'en fous, je veux pas être flouté, de toute façon j'ai survécu à leur enfer, etc. Et en fait c'est nous qui l'avons flouté. Moi j'ai dit mais en fait je vais pas mettre ton visage en fait. Et le média pour qui nous a dit est-ce qu'au moins on pouvait prendre en photo ses blessures, je dis mais non parce qu'il est identifiable avec des blessures en fait. Alors qu'il est réfugié en Turquie, mais moi qu'est-ce que j'en sais de ce qui se passe entre les frontières, elles sont très poreuses, hein. Donc voilà, pensez aux fixeurs, mais pensez aussi aux gens que vous interrogez toujours, et ça vaut aussi pour la France hein, de toute façon. Clairement. Et pour tout ce qui est numérique, tout ça, vous avez des précautions particulières, des conseils à donner? C'est tout un cours. Ouais, ça c'est tout un cours. Ouais, alors je suis très mauvaise élève, vraiment. Globalement, moi j'ai 2 téléphones. Donc il y en a un qui rentre dans les pays compliqués, celui-là reste toujours ici. Mais alors, comment dire, on a tous des comptes Twitter, on a tous des comptes Facebook sur lesquels on a plein de gens qui nous suivent, machin. Je me dis toujours, après, effectivement, il faut prendre des précautions, évidemment, mais je me dis toujours, si par exemple, un monsieur très 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 énervé de l'État islamique, puisque c'est ceux sur lesquels je travaille le plus, un jour m'arrête et me dit donne-moi ton code de téléphone, donne-moi ton mot de passe de Facebook, je pense que je ne vais pas tenir longtemps sans lui donner en fait. Et du coup, ce sera la catastrophe, parce qu'il va avoir accès à tout. Donc, il faut protéger dans la mesure de ce qui est possible. Mais parce que moi je sais que j'ai été formée par les militaires qui m'ont dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. J'ai dit attendez, mais moi mon niveau de résistance à un gars énervé qui me hurle dessus et qui menace par exemple, qui prend Edith qui est mon amie et qui la secoue dans tous les sens, je peux vous dire que ça va pas être très long en fait. Hein. Donc c'est dangereux. En fait l'idéal ce serait de ne rien avoir. Mais sauf que aujourd'hui moi je travaille avec Facebook, Messenger, je travaille avec Twitter. En message privé, j'ai des applications cryptées à foison sur mon téléphone. Je les enlève évidemment quand je rentre dans ces zones-là, mais si le gars me dit vous avez Telegram non. Ah ouais, c'est marrant parce que machin elle nous a dit qu'elle avait parlé avec vous. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Enfin voilà, mais si pour être clean, c'est ce que disent les militaires, hein, n'ayez pas de compte Facebook. Ils nous disent tous mais vous êtes malade, etc. Je dis mais moi je fais comment en fait pour travailler?
En fait, moi je parle avec eux comme ça, j'échange comme ça. En plus, c'est moi, je le vois pour la matière sur laquelle je travaille, en l'occurrence des gens de Taïsani comme Brava. C'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Aujourd'hui, ils viennent à moi, j'ai même plus besoin de les chercher. En fait, ils m'envoient des messages, comme tout est ouvert, et ils m'envoient des messages, bonjour, je suis là, machin, je vais vous raconter ci, je vais vous raconter ça. Si je ferme ça, je perds des sources. Donc, c'est un pari. Je suis peut-être pas d'accord, mais. Non, bien sûr, c'est le journaliste d'aujourd'hui, je suis d'accord, je comprends. Mais je pense qu'il y a encore des situations où on doit pouvoir se. Tu vois, moi, quand j'avais été en Birmanie, j'avais même pas les vrais noms des vrais gens avec leurs vrais numéros. Tout était crypté, écrit à l'envers. C'était un vrai casse-tête, c'était hyper pénible. Mais autrement, c'était trop risqué. Les gens, ils se prenaient 60 ans de prison pour rien. Donc, tu vas là-bas, on te prend ton calepin, il y a leur numéro et leur nom, c'est juste pas possible. Alors, je parle même pas sur de. l'écrit, il n'y a rien écrit. Hein. Voilà. Les cahiers de notes, de toute façon, c'est visible. Ouais, c'est un petit poison, c'est une technique à prendre, mais en gros, il faut vraiment dissimuler les choses. Et je pense qu'il y a un certain type de reportage où on doit pouvoir aller hyper discrètement pour pouvoir revenir avec des choses intéressantes. Parce que je comprends qu'on ait envie de communiquer tout de suite, très vite, etc. Mais il y a aussi des reportages qu'on peut aller faire vraiment en clando, et à ce moment-là, il y a vraiment moyen de tout codifier et que rien ne soit... Voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire pour protéger les gens. Voilà. Moi, je pense que, même si c'est un peu compliqué, hein, c'est... juste un conseil, parce que je suis sûre que si vous allez sur les réseaux compliqués, vous allez tous être hyper envie de faire un post « Waouh, je suis là !» Il y en a plein de confrères qui le font encore. Hein. Donc regardez, je suis sur notamment Bataille de Raqqa. Ouais, voilà. Ou alors, nuit aux étoiles sur un toit de Raqqa. En fait, c'est pas vraiment une bonne idée, en fait. Parce qu'en fait, les gens en face, pour les connaître bien, ils sont très très forts, en fait. Et c'est hyper tentant, en fait. Mais je pense que Stéphane, tu le fais pas non plus, en fait. Moi, je ne me dis pas où je suis, en fait. Je me localise pas. Je m'amuse pas à faire ce genre de choses, quoi. Dire, je passe une super vie sur un toit de Raqqa. Rien. Et le hameau du 93, il est content de le savoir. Faites venir. C'est pour ça que je les appelle, hameau du 93. Mais du coup, ouais, faut faire surtout. C'est pas le gens du 93. Mais faut surtout faire aussi attention parce que les fixeurs, justement, notamment, sont souvent très contents de se prendre en photo avec leur équipe de travail, et généralement eux dans la journée quand on est sur le terrain, donc c'est-à-dire que genre il est midi, moi j'ai pas de connexion internet, donc s'il a envie de me prendre, de me poster en photo sur Facebook ou sur Instagram, je pourrais pas parce que j'ai pas internet, même si c'était vraiment déconseillé. Mais par contre mon fixeur il a souvent du réseau, donc du coup il poste la photo à midi à 300 mètres de la ligne de front, et probablement à bout du 93 peut stalker mon fixeur parce qu'il sait qu'il est fixeur avec des journalistes, donc du coup le mortier il tombe pas très loin de nous après, quoi. Faut faire gaffe. Faut interdire aussi, voilà, c'est beaucoup de communication, c'est aussi communiquer avec les fixeurs, dire bon voilà, on est là pour travailler, les photos on les fera quand on arrivera à la maison en sécurité, mais là dessous Pierre tu prends des photos mais tu les posteras plus tard si on revient. Et c'est pareil avec les militaires, hein, avec des milices ou avec qui vous voulez. Souvent, ils ont tendance à poster des photos. Ouais, les Kurdes aiment beaucoup être en photo, les Irakiens aussi. Et alors surtout, un petit conseil, si vous êtes dans cette zone, ne jamais être au milieu dans la photo. C'est-à-dire que vous êtes important. Lou Bureau, qui a été arrêté en Turquie, a failli faire la prison à perpétuité parce que les Turcs ont estimé qu'il se trouvait au milieu de la photo entouré de 2 combattants, donc du coup c'était le chef. Donc du coup il avait un rôle dans le terrorisme PKK. Et pour sécuriser par rapport à la question de la protection pour la sécurité des fixeurs, c'est quand même important aussi de communiquer avec eux, voir les limites. Moi je sais que par exemple quand on travaille, quand j'ai travaillé avec Inès, avec qui j'ai bossé sur le transfert illégal des djihadistes de la Syrie à l'Irak, quand je passais des coups de fil avec mon fixeur, je lui disais bien, on sait tous que ça craint, est-ce que tu te sens ou pas de le faire? Poser la question, pas le forcer. Lui, si on le force, la main, bien évidemment, il vaut l'argent, il veut pas être grillé dans le truc. Enfin, c'est un peu comme nous. Enfin, faut voir aussi ses limites. Parce que voilà, nous on part. Après, on a d'autres complications ici, mais eux ont beaucoup plus de difficultés. Donc, il faut vraiment beaucoup échanger avec eux
lui faire comprendre que bah voilà, si demain tu veux peut-être avoir un visa pour la France, ça sera un peu plus compliqué. Est-ce que tu veux, dans les 6 prochains mois, voire 2 ans, tu veux venir en France? Donc voilà, il faut vraiment communiquer avec eux. Sinon, pire, c'est pas grave, on ne fait pas, ou on passe par un autre fixeur, ou on fait autrement, mais il y aura toujours des moyens de le faire. Mais voilà, communiquer pour pouvoir respecter sa vie et puis celle de sa famille. C'est pas facile de répondre pour tous les pays, mais c'est quoi, par exemple, à Mossoul, le profil un peu des fixeurs?